nous allons raconter une histoire simple, expliquer tout simplement que dans le monde, il existe un petit pays enclavé, sans mer, sans pétrole, sans cobalt en grande quantité. Et donc, un pays de 12 millions d'habitants. Un pays qui, sur la carte, paraît minuscule, un point virgule. Et ce pays, c'est le Rwanda. Et pourtant, ce petit pays, le Rwanda, influence la sécurité de plusieurs États africains. Pour un Congolais qui veut connaître réellement où nous allons, alors ce live est pour toi. Le Rwanda influence la sécurité de plusieurs États africains. Le Rwanda pèse dans les missions de l'ONU, les Nations Unies. Le Rwanda joue un rôle stratégique dans la politique étrangère des États-Unis. Le Rwanda protège même des intérêts économiques vitaux pour l'Union européenne. Quand on sait ça, on s'assoit et on commence à réfléchir comment renverser une puissance en face qui est soutenue bien évidemment avec des grandes puissances. Et donc quand on est un Congolais, quand on est un politicien, quand on est un stratège politicien congolais, on s'assoit avec ces réalités, avec la présence évidemment de ces petits pays, mais puissants dans la région. On réfléchit comment renverser, détourner la situation en ayant évidemment une connaissance approfondie de qui est en face de nous. Un petit pays, mais avec un très grand levier géopolitique. Ici, ce n'est pas pour encenser, ce n'est pas pour jeter des honneurs à Kigali, au Rwanda, c'est pour que les Congolais connaissent à qui nous avons affaire. Il est très important dans un combat d'observer son adversaire pour connaître qui est vraiment l'adversaire, qui est son protecteur, qui sont ses parrains, quel est son niveau d'expertise. Pourquoi ces lives? Parce que beaucoup de gens croient que le Rwanda, c'est juste un voisin de la RDC. Kigali agit seulement pour sa sécurité intérieure. Et les grandes puissances ne savent pas ce que le Rwanda fait. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, les amis. Le Rwanda est devenu un prestataire de sécurité. Ce qu'on appelle ici un fournisseur de sécurité. Et donc le Rwanda, il envoie des troupes, des soldats, des militaires au niveau des Centrafrique. Vous avez des militaires rwandais au Sud-Soudan. Vous avez des militaires rwandais en Mozambique. Et le Rwanda est parmi les tout premiers contributeurs mondiaux du casque bleu de l'ONU. Vous comprenez que, avec ça, pendant ces temps-là, le Rwanda est accusé par l'ONU elle-même, tout en étant le plus grand contributeur des éléments, des contingents dans l'ONU. Et c'est l'ONU qui accuse le Kigali, qui accuse Kagame de soutenir le M23 en RDC. Alors une question apparaît, une question forte, une question lourde. C'est une question qui dérange. Comment un pays accusé de déstabiliser la RDC peut-il en même temps être considéré comme un acteur sécuritaire indispensable par les grandes puissances?
C'est exactement ce que nous allons expliquer pendant ces temps de live. Ce que nous voulons faire comprendre, ou ce que tu vas comprendre dans ces lives, tout simplement, on va répondre calmement, nous allons parler sans haine, nous allons parler sans émotion, et nous allons pouvoir répondre à plusieurs questions. Où et pourquoi les Rwandais déploient ces soldats? Les Rwandais déploient ces soldats où et pourquoi? Quelles sont les raisons? Et donc, nous allons voir tout simplement combien de militaires et de policiers rwandais sont envoyés. En Mozambique, ils sont combien? En Centrafrique, combien de militaires et de policiers on retrouve au Sud-Soudan? Dans les missions de l'ONU, ils sont combien? Et à quelle crise existait avant leur arrivée dans ces différents coins, ces différents pays? Et donc, à quel moment Kigali, le Rwanda, est devenu évident pour l'Europe et l'Occident? Et donc, nous allons partir petit à petit. Ce live sera enregistré. Vous retrouverez ce live dans notre chaîne YouTube. Analyste Coach Amos, c'est le nom de notre chaîne. Et donc, nous allons montrer comment, petit à petit, son image militaire, la discipline de Kigali, militaire, sa capacité d'intervention, on a transformé les Rwandais en un acteur privilégié pour sécuriser certaines zones au niveau de la région. Nous allons aussi connaître le rôle du Rwanda à l'ONU. Pourquoi être parmi les premiers contributeurs des casques bleus en termes de militaires? Et donc, cette position, cette posture, cette contribution des contingents en nombre assez élevé donne à Kigali, donc à Kagame, un poids politique beaucoup plus grand que sa taille réelle. On va aussi voir pourquoi est-ce que l'Union africaine et plusieurs États du continent ont hésité de le critiquer publiquement. Pourquoi est-ce que le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale, le Centrafrique, pourquoi ces pays n'ont pas critiqué depuis ces temps Kagame dans son entreprise de déstabilisation de la RDC? Nous allons comprendre aussi pourquoi. Quelles sont les raisons? Nous allons comprendre ici le poids symbolique de Kagame au niveau de la région, au niveau du monde, son rôle dans les réformes de l'Union africaine, son rôle dans la solidarité silencieuse entre les États africains. Et surtout, comment la puissance de Kigali s'est construite en grande partie, et ça il faut se le dire, grâce à la RDC. Donc sans la RDC, vous n'avez pas le Kigali d'aujourd'hui. Sans la République démocratique du Congo, Kigali, Kagame n'existerait pas comme on peut les voir aujourd'hui. Donc, nous allons expliquer tout simplement, pédagogiquement, comment les réseaux miniers, l'expérience militaire sur le sol congolais et les alliances internationales sont nées en grande partie de guerres et des ressources congolaises. Vous comprenez? Et enfin, nous verrons le piège stratégique actuel. États-Unis, la RDC, les Rwandais et la Chine. Et pourquoi les États-Unis ont besoin de la RDC pour le minerai du futur, mais, il y a un mais, ils ont aussi besoin du Rwanda pour la sécurité régionale. Et donc, un Congolais qui se respecte, qui veut connaître les dynamiques en termes géopolitiques de la région, doit se mettre en esprit qu'il est question de deux pays. Les États-Unis regardent deux pays, les Rwandais et la RDC. Chers amis, pourquoi tout cela est vital pour la RDC?
Parce que la RDC n'est plus un simple pays africain. La RDC est devenue le cœur des minerais stratégiques et de la transition énergétique mondiale. Et pendant que Washington hésite à condamner, Bruxelles fait des calculs, Pékin est en train d'avancer et Kigali est en train de jouer ses cartes. Et donc, la stabilité de la RDC devient un enjeu mondial. Chers amis, je crois que nous avons fait le tour de la manière dont nous allons fonctionner. Commençons d'abord par mettre en perspective Kigali, petit pays. Petit pays, grande puissance. Pourquoi Kigali pèse si lourd? Ça, c'est déjà une base pour que tous les Congolais sachent pourquoi l'ennemi historique Kagame pèse autant aujourd'hui. Parce que certaines personnes considèrent Kigali comme un tout petit pays. J'attends même certains compatriotes ou plutôt certains camarades africains de la Côte d'Ivoire, d'autres du Cameroun. J'attends les Africains qui disent que comment un aussi grand pays peut se faire malmener par un tout petit pays, le Rwanda. Je pense que nos frères africains connaissent pas, n'ont pas une perception géostratégique ni géopolitique concernant la région. Donc, quand on parle du Rwanda, on parle d'un pays de 13 millions d'habitants, un tout petit pays, enclavé, sans accès à la mer. Et pourtant, ce petit pays arrive à peser dans beaucoup d'éléments sur la diplomatie africaine, sur l'Union européenne. Ce petit pays arrive à peser sur les Nations Unies, ce petit pays, et même sur la stratégie des États-Unis. Alors la question c'est comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nous posons la scène calmement. Parce qu'en apparence, rien n'est prédestiné Kigali à jouer dans la cour des grands. Mais les Rwandais avaient compris quelque chose que beaucoup d'autres pays africains n'avaient pas saisi. Vous comprenez que dans le monde d'aujourd'hui, si tout simplement ce ne sont pas seulement les pays riches qui comptent, ce sont les pays qui deviennent utiles, incontournables, irremplaçables par rapport aux grandes puissances. Il faut devenir utile aux grandes puissances. Ça, c'est ce que Kagame avait compris. Devenir utile, incontournable, irremplaçable aux grandes puissances. C'est ce que Kigali avait compris. Et donc, Kigali a bâti toute sa stratégie là-dessus. Devenir irremplaçable, incontournable. Alors, chers amis, le Rwanda s'est rendu indispensable. Indispensable militairement. Le Rwanda s'est rendu indispensable diplomatiquement, nous le verrons comment. Et parfois même indispensable économiquement. Et donc, en guise ou par voie de conséquence, quand tu es indispensable, on te critique certainement, mais on va hésiter à te sanctionner parce que tu es indispensable. On te condamne, d'accord, mais on ne te casse pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, avec Kagame. Donc, les amis, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, la stratégie rwandaise, en une phrase, pour que nous comprenions très rapidement. Le Rwanda n'est pas puissant parce qu'il est grand. Il est puissant parce qu'il s'est rendu utile aux grandes puissances. Et cette utilité repose sur 3 piliers, chers amis. La sécurité, ça repose sur la diplomatie. Cette dimension d'indispensable repose sur l'économie stratégique. On
va l'expliquer très calmement. Vous avez d'abord la carte militaire. Le Rwanda a proposé au monde un service très clair. Très clair. Vous ne voulez plus envoyer vos soldats en Afrique? D'accord. Nous, les Rwandais, on peut le faire à votre place. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance de sécurité. Donc, dans plusieurs pays en crise, nous avons la Mozambique, nous avons Centrafrique, le Sud-Soudan. Le Rwanda s'est positionné comme l'arme fiable ou l'armée fiable, disciplinée et efficace. Et ça plaît énormément, cette position à Washington, ça plaît énormément aux États-Unis forcément, ça plaît à Bruxelles, donc l'Union européenne, et ça plaît aux Nations Unies. La position du Rwanda, je deviens votre bras armé, où vous voulez que j'intervienne, j'interviens. Vous n'avez pas envoyé vos enfants venir mourir là où moi, je n'hésiterai pas à envoyer mes enfants pour aller mourir. Tout simplement parce que ces acteurs, les Occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne veulent tout simplement la stabilité, mais ne veulent plus prendre les risques politiques d'envoyer leurs propres soldats mourir pour des intérêts, que ce soit des intérêts occidentaux ou pour la protection de leurs partenaires stratégiques au niveau de l'Afrique. Et donc à ce niveau-là, le Rwanda est devenu un prestataire militaire sérieux. Un petit pays, mais un soldat régional au service des grandes puissances. Et ça, c'est un levier les plus stratégiques, un levier stratégique énorme pour le Rwanda. Au niveau de la carte diplomatique. Ensuite, Kigali a travaillé son image. On répète partout, et d'ailleurs, la plus grande partie de la jeunesse africaine ont entendu ce narratif. Les États-Unis, la France, les pays européens ont véhiculé ces narratifs, ont vendu le Rwanda au niveau de la planète, que le Rwanda est un pays propre, l'administration est efficace, la corruption est totalement supprimée, un leadership discipliné de son leader. Dans le cercle diplomatique, cette image a beaucoup compté et continue à compter d'ailleurs. Et quand tu ajoutes à cela la participation massive du Rwanda aux missions de paix de l'ONU, et donc opération de maintien de la paix des États-Unis, le Rwanda alors devient un partenaire modèle sur le papier. Donc forcément, quand on vient avec les dossiers de la RDC autrefois, quand on ramène les dossiers de documentation concernant le 1-23, les minéraux, les guerres de l'Est, les mêmes acteurs se disent oui, d'accord, mais pour le moment, on a besoin du Rwanda ailleurs. Ok? Mais on a besoin d'eux ailleurs. On a besoin de militaires rwandais en Mozambique. On a besoin de militaires rwandais au Soudan du Sud. Pour l'instant, le Rwanda est efficace, donc les dossiers RDC, on le verra après. Et là, tu comprends tout de suite qu'il y a un paradoxe, il y a un problème. Chers amis, le Rwanda n'est pas le pays le plus riche en minerais. Mais Kigali a compris une chose fondamentale. Même si tu ne possèdes pas le minerai, tu peux contrôler la route, les trendings, la logistique, les corridors et la transformation. Donc, les routes, les circuits des contrebandes, les sociétés écrans, et donc les hubs logistiques, tout ça devient un levier économique pour les Rwandais. Et derrière ces leviers économiques, il y a un levier
un levier politique tout simplement. Parce que celui qui tient une partie des flux peut influencer tout simplement les décisions, vous comprenez. Et donc le Rwanda a compris une vérité. Même un petit pays peut devenir grand si ce petit pays tient 3 clés. La sécurité, la diplomatie et la logistique. Et aujourd'hui, Kigali tient ces 3 clés. Dans plusieurs dossiers stratégiques, c'est ce qui explique pourquoi il est souvent protégé par les grandes puissances. Et encore aujourd'hui, nous devons le comprendre pour agir, pour activer certains leviers stratégiques. Mais on doit comprendre la position réelle de Kigali. On doit les comprendre pour ne pas travailler dans l'émotion. Pourquoi est-ce qu'il est rarement isolé, Kigali, et pourquoi ses actions en RDC créent un malaise occidental, c'est vrai, mais rarement une rupture totale avec le pays, avec les grandes puissances, parce que ces grandes puissances ont besoin, évidemment, de Kigali. Et donc, le Rwanda est un petit pays, d'accord, mais il s'est rendu indispensable. Il vend de la sécurité aux puissances occidentales. Je dis qu'il vend de la sécurité aux grandes puissances occidentales et n'envoie pas leurs enfants mourir. C'est Kigali qui envoie ses enfants aller mourir à la place des puissances occidentales dans le but de sécuriser leurs intérêts, nous le verrons en plus largement. Il s'est bâti une image internationale de pays organisé et un pays efficace. Est-ce que nous comprenons? Et c'est sur cette base que tout le reste repose, chers amis. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda n'est pas seulement un pays, le Rwanda est devenu un fournisseur de sécurité. C'est-à-dire que Kigali propose, loue ses soldats officiellement pour la stabiliser des crises en Afrique. Et ça change totalement son poids diplomatique dans le monde entier. Vous comprenez? Et nous, Congolais, les politiciens congolais doivent comprendre cette dimension. On va regarder 3 éléments, 3 terrains stratégiques. Nous avons d'abord Mozambique. Nous avons le Centrafrique. Nous avons le Sud-Soudan. Et ensuite, les Nations Unies. Donc l'ONU en général. Et à chaque fois, on dira, avant de parler de Mozambique, avant de parler du Sud-Soudan ou d'un autre pays où intervient Kigali, c'est son armée, on dira qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi est-ce que l'armée rwandaise a intervenu. Vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé avant, pourquoi on a fait appel à Kigali et combien de soldats et policiers sont arrivés sur place et pourquoi ça intéresse l'Occident pour qu'on ait une dimension beaucoup plus panoramique de cette puissance dont incarne le petit pays, le Rwanda. Si on n'a pas un panorama, si on ne connaît pas qui est véritablement Kigali, dans sa grandeur, dans son expansion en termes d'externaliser son armée, on ne pourra pas savoir avec qui on se bat. Vous comprenez? On ne pourra pas connaître avec qui on se bat. Et donc, il faut savoir avec qui nous sommes en train de se battre. Nous commençons par exemple en Mozambique. Mozambique, le but est de protéger les gaz stratégiques pour l'Europe. Le gaz stratégique pour lequel il y a de guerres dans le monde. Vous comprenez? Ici, on est dans la province de Gabo Delgado au nord. Et donc, depuis 2017, une insurrection djihadiste ont attaqué des villages, des villes, des bases militaires. Et surtout, ces groupes armés
ont frappé autour d'un méga projet de gaz. Ces méga projets de gaz s'appellent Mozambique LNG. Vous comprenez? Gaz naturel liquéfié du Mozambique. Il est dirigé évidemment par la France, Total Energy, et il y a un investissement d'environ 20 à 25 milliards de dollars. Nous sommes dans des milliards. Et pour l'Europe, surtout après la guerre avec l'Ukraine, ces gaz est une alternative au gaz russe. Ça veut dire, si les gaz russes n'est plus dispo, nous allons récupérer le gaz en Mozambique pour remplacer, pour justement boucher le trou que les gaz russes viennent de causer en fermant les robinets. Et donc, nous comprenons que en 2021, les attaques sont devenues tellement violentes en Mozambique que Total Energy a dû suspendre le projet avec en amont un investissement de 20 à 25 milliards de dollars. Et donc l'armée mozambicaine, elle a été débordée, n'ayant pas la force nécessaire pour repousser les assaillants, les djihadistes. Alors qui est arrivé sur place à la rescousse, ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Européens qui sont arrivés, mais ce sont les militaires rwandais qui ont débarqué. Vous comprenez? Donc, de 2021, environ 2000 à 3000 soldats rwandais sont déployés au départ. Puis, quand la force régionale de la SADC se retire en 2024, les effectifs sont montés de 4000 militaires à 5000 soldats sur le sol mozambicain. Oui, plus de 5000 soldats rwandais sur un sol étranger. 5000 soldats rwandais se trouvent en Mozambique. Pourquoi eux et pourquoi pas notre pays? Parce que Kigali vend une image d'une armée disciplinée, d'une armée efficace. Il y a de l'efficacité, il y a l'expérience du terrain sur le sol africain, et puis une neutralité apparente. Et surtout, les Occidentaux ne veulent plus envoyer leurs propres troupes. En d'autres termes, ils ne veulent plus envoyer leurs propres enfants pour aller mourir sur le sol africain. Parce qu'après, il y aura des scandales. Il y aura l'opposition qui va se charger pour incriminer Macron, incriminer l'Europe qui envoie leurs fils aller mourir à l'Afrique. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'image, les Européens ne veulent plus envoyer leurs fils aller mourir en Afrique. Et donc, ils veulent conserver une image assez correcte au niveau de leur politique interne. Donc, pour ne pas envoyer leurs enfants mourir en Afrique, ils financent indirectement l'Union européenne passe par un instrument qui s'appelle Facilité européenne pour la paix. Donc la Facilité européenne pour la paix, donc EPF. Un montant déjà annoncé de 20 millions d'euros au minimum. Et il y a une tentative de renouvellement, donc le projet sera renouvelé tous les années. Chers amis, les Européens préfèrent payer Kigali pour sécuriser les gaz, plutôt que d'envoyer des soldats européens. Résultat stratégique, les gaz européens au Mozambique dépendent en grande partie de l'armée rwandaise. Le gaz européen qui va remplacer le gaz russe à une échelle de 15 à 20%, c'est énorme. Sa sécurité dépend de l'armée rwandaise. Et donc, vous comprenez par là que ça donne à Kagame un poids politique énorme et non négligeable.
une décision mal orientée mettra en péril les intérêts de l'Union européenne au niveau de l'Afrique. Si vous déstabilisez les Rwandais, vous déstabilisez également les intérêts de l'Union européenne en Mozambique. Ça, c'est Mozambique. Maintenant, parlons de Centrafrique. Deuxième terrain où interviennent les soldats rwandais. Nous sommes à Bangui, République centrafricaine. Ici, on parle d'un pays fragile, où les groupes armés ont longtemps contrôlé une grande partie du territoire. En 2020, avant les élections, plusieurs rébellions se regroupent, marchent vers la capitale Bangui et menacent carrément de renverser le régime. Même le casque bleu de l'ONU sont pris pour cible. Même les casques bleus de l'ONU sont incapables de résoudre cette rébellion. Alors, c'est qui vient stopper la chute des Bangui? Encore les Rwandais. Et cette fois-ci, c'est sous deux formats. D'abord, en casque bleu, donc la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, 2000 soldats et des policiers rwandais dans la MINUSCA. En deuxième position, un accord bilatéral avec le gouvernement centrafricain. Donc, deux volets, accord bilatéral avec le pays et puis des contingents dans la mission multidimensionnelle intégrée de la stabilisation des Nations Unies en Centrafrique. Donc, des volets. On les retrouve à gauche, on les retrouve à droite. 1000 à 1200 soldats supplémentaires, un total de plus de 3000 militaires rwandais en République centrafrique. Ils sont 5000 en Mozambique. On retrouve 3000 militaires rwandais en Centrafrique. Les rôles: sécuriser Bangui, protéger les présidents, former l'armée centrafricaine et tenir les points stratégiques. Et même si la Russie, à travers Wagner, est présente, les Rwandais restent les partenaires jugés les plus fiables par l'ONU. Et pourquoi l'Occident observe ça de très près? Parce qu'en Centrafrique, il y a aussi l'or, il y a aussi les diamants, il y a aussi des routes stratégiques. Et surtout, ils veulent éviter un effondrement total de l'État. Et puis nous partons au Sud-Soudan. Sud-Soudan, le but est de protéger des civils dans une guerre civile. 3 terrains, Sud-Soudan, un pays jeune sorti d'une guerre civile sanglante, de massacres, de déplacements massifs. L'ONU déploie une mission. Et donc, mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Combien des Rwandais sont là-bas? Combien de militaires? Nous avons dit, au Mozambique, il y en a 5000. Nous avons dit aussi, au Centrafrique, il y en a 3000. Maintenant, nous sommes au Soudan, environ 3000 personnels rwandais, et donc, nous sommes à peu près à 12 000 militaires, 13 000 militaires à l'extérieur du Rwanda. 3 bataillons d'infanterie, une unité d'aviation et plusieurs unités de police. Leur mission principale, protéger les civils, par exemple, dans un seul camp, des déplacés à Malakal, environ 40 000 personnes sont sous protection directe des soldats rwandais. Ils protègent aussi des zones sensibles de la capitale, Juba. Pourquoi ça intéresse l'Occident? Cette externalisation de militaires.
Parce que ces missions de paix évitent des génocides, ces missions de paix réduisent les flux migratoires, ces missions de paix limitent les crises humanitaires. Et ça, c'est prioritaire pour l'ONU et l'Union européenne. Donc avant de prendre des engagements pour condamner farouchement le Rwanda pour sa déstabilisation diplomatiquement parlant, l'Union européenne, les Américains balancent les pour et les contre. Vous comprenez? Nous avons aussi le Rwanda dans l'ONU. Le Rwanda, l'un des plus gros contributeurs au monde. J'ai dit que le Rwanda est l'un des pays les plus gros contributeurs au monde dans l'ONU. Ça veut dire quoi? On doit maintenant dire une vérité très importante. Le Rwanda fait partie du top 3 mondial des contributeurs des casques bleus. Des casques bleus. Et donc, les chiffres récents tournent autour de 5 900 à 6 500 soldats et policiers rwandais dans les missions des Nations Unies. Donc, nous sommes à presque 6 000 soldats. C'est énorme, c'est gigantesque pour un petit pays comme le Rwanda. Et pourquoi c'est stratégique pour le Rwanda? Parce que si tu sanctionnes trop vite les Rwandais, si tu le punis de façon intempestive, sans mesurer, sans contrôler, tu vas risquer de fragiliser plusieurs missions de paix dans le monde. Et ça, ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni les États-Unis ne veulent prendre ces risques-là. Donc, avant de sanctionner les Rwandais, ils réfléchissent à 2 fois. Donc, mécaniquement, les Rwandais gagnent du poids politique parce que son armée intervient partout, même sans être une grande puissance. Chers amis, aujourd'hui, des milliers de casques bleus rwandais sont déployés en Afrique. Des milliers. Ils protègent des civils, des capitales et même des projets énergétiques stratégiques. Donc celui qui critique Kigali doit toujours se demander, se poser la bonne question. La bonne question, si on pousse trop loin, qui va remplacer ces troupes demain? Qui va garantir la sécurité du gaz au Mozambique? Qui va sécuriser de difficultés que rencontrent des pays dont l'ONU a besoin des soldats? Et ces soldats, en grande partie, viennent du Rwanda. Chers amis, c'est là que tout devient sensible et compliqué pour les grandes puissances des tranchées. On retient 3 choses avant d'évoluer. Les Rwandais déploient entre 4 000 et 5 000 soldats au Mozambique pour des intérêts gaziers. Nous allons expliquer comment les soldats rwandais parviennent ou sont parvenus à arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que ces contingents, plus de 5 000 soldats, soient au Mozambique, plus de 3 000 soldats au Centrafrique, environ 3 000 au Sud-Soudan. Et donc au total, près de 6 000 personnels sous casque bleu dont nous sommes à l'ONU. Donc ces rôles militaires rendent Kigali indispensable, incontournable, pour le moment irremplaçable. Même lorsque son implication dans la crise de l'Est de la RDC est dénoncée. Vous comprenez? Est dénoncée. Personne ne peut casser complètement la relation qu'il y a entre le Rwanda et les grandes puissances en termes de sécurité régionale. Ça, il faut le comprendre. Alors, maintenant, il y a une autre dimension. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi est-ce que les pays africains
ne condamne pas les Rwandais. Pourquoi est-ce que Cameroun ne condamne pas les Rwandais? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne condamne pas les Rwandais? Le Bénin? Pourquoi est-ce que le Gabon? Pourquoi est-ce que la République du Congo, Sassou Nguesso, ne condamne pas les Rwandais? Pourquoi est-ce que voilà, tous ces pays? Alors on s'est dit, nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous sommes réellement avec des ennemis, ok? Des ennemis. Nous sommes des ennemis. Nous avons des ennemis autour de nous. Les 9 voisins sont nos ennemis. Vous comprenez? Et donc, pour comprendre pourquoi beaucoup de chefs d'État africains hésitent à critiquer ouvertement Paul Kagame, il faut revenir à un moment clé, l'année 2018. Donc, cette année-là, Kagame devient le président de l'Union européenne. Et contrairement à d'autres présidents souvent symboliques qui l'ont précédé, il ne fait pas que tourner sur la chaise. Il ne reste pas les mains croisées. Il arrive avec une mission précise. N'oubliez pas que Kagame avait autrefois comme conseiller, il s'appelait comment encore celui-là? L'ancien ministre de l'Angleterre. Les conseillers de Kagame, ce ne sont pas des Rwandais. Les conseillers de Kagame, ce sont des Anglais. Ce sont des Américains. C'est conseillers. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il pouvait se projeter et avoir de l'avance par rapport aux autres présidents de la place. Donc, il arrive avec une mission précise. Rendre l'Union africaine plus efficace, plus organisée et moins dépendant de l'argent des étrangers. Et ça va marquer les esprits de tous les présidents africains. Comprenez ceci. Avant 2018, Kagame avait déjà été chargé d'un rapport explosif. En 2016, les dirigeants africains ont demandé à Kagame de réfléchir à une réforme profonde de l'Union africaine. Ce rapport s'appelle « L'impératif de renforcer notre Union africaine ». Et donc, et là Kagame dit la vérité que presque tout le monde pensait en silence. Il écrit noir sur blanc que l'Union africaine souffre de décisions jamais appliquées. L'Union africaine souffre de trop de structures, trop de confusion, beaucoup énormes dépenses financières aux bailleurs étrangers, des mandats flous, manque de responsabilité et de suivi. En langage simple, notre organisation est inefficace. Il faut la réparer. Ce ton direct surprend. Mais beaucoup de dirigeants reconnaissent que c'est vrai, ce que ce monsieur dit est la vérité. Et donc ces grandes idées expliquaient tout simplement, Kagame va proposer plusieurs réformes clés. C'est concentrer sur quelques priorités continentales. Parce que nous parlons de l'Union africaine, du continent africain. Et c'est lui qui va apporter des réformes pour la structuration de l'Union africaine. Il ne faut pas tout faire, mais il faut mieux faire, notamment sur la paix et la sécurité, pendant qu'il est en train de massacrer au niveau de la RDC. Il faut mieux faire, notamment sur l'intégration économique et en termes commerciaux, mieux faire sur la gouvernance, au niveau de la voix de l'Afrique dans le monde. La phrase simple pour que nous comprenions, si tout est prioritaire, alors rien ne l'est vraiment. Il faut prioriser les couloirs.
Et donc, clarifier qui fait quoi? Il insiste sur un principe, ce qui peut être géré au niveau régional ou national ne doit pas remonter à l'Union européenne. Donc, l'Union africaine s'occupe du continent, les communautés régionales au niveau de CEDEAO, la SADC et les ASC, etc., gèrent les restes. Donc, ça évite les doublons, etc. Ce sont des réformes qu'il apporte. Il faut réorganiser la commission de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine, c'est un peu le gouvernement continental. Kagame pousse pour moins de départements, des responsabilités claires, plus de suivi, plus de performance. Kagame opte pour la transformation et l'intégration de certaines agences. Par exemple, le NEPAD devient ODA-NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine. L'objectif, c'est arrêter d'empiler les structures et les aligner sur une vraie stratégie. Vous avez également les dossiers les plus marquants, c'est le financement de l'Union africaine. Financer l'Afrique par l'Afrique elle-même. Et là, on arrive au cœur du symbole. Avant les réformes du Kagame, 70 à 75% du budget de l'Union africaine venait de l'extérieur, principalement de l'Union européenne, des États-Unis, la Banque mondiale, de la Chine. Autrement dit, une organisation africaine financée par l'argent non africain. Kagame dit, il faut stopper tout ça. La fameuse taxe de 0,2%. En 2016, une décision est prise à Kigali. Chaque pays africain peut instaurer un prélèvement de 0,2% sur certaines importations. Je vais brancher, sinon nous allons nous retrouver avec mon ordinateur totalement fermé. Un instant. Les amis, l'objectif pour financer l'Union africaine, soi-même par les Africains eux-mêmes, Kagame propose 100% des fonctionnements payés par l'Afrique, 70% de programmes et 25% des opérations au niveau de paix. Des estimations parlent de 1,2 milliard de dollars par an potentiel. Et par comparaison, le budget moyen de l'Union africaine tournait autour de 720 millions de dollars. Donc, sur les papiers, l'Afrique peut financer largement son organisation. Et tous les pays ne l'appliquent pas, mais plusieurs oui, et l'idée reste associée à Kagame. Alors, pourquoi ça change le statut de Kagame? Parce qu'il n'est plus seulement président d'un petit pays. Kagame, par ses réformes et par ses propositions à l'Union africaine, par les changements, par ce qu'il a apporté pour impacter, pour autonomiser l'Union africaine, Kagame devient l'architecte d'une réforme continentale. C'est lui qui a dit la vérité, a proposé un plan, fait avancer les financements autonomes, restructurer la commission, porter la zone de libre-échange africaine. Et ça, dans la mémoire politique africaine, ça compte énormément. En termes de conséquences ou par voie des conséquences diplomatiques, quand quelqu'un a réformé l'Union africaine, proposé de la financer par les Africains eux-mêmes, contribuer massivement aux missions de paix, alors cet homme devient très difficile à attaquer frontalement. Donc, quand vient la crise de la RDC et M23, beaucoup de dirigeants africains se disent « Oui, il y a un problème sérieux, effectivement. Mais est-ce qu'on peut vraiment humilier
un acteur qui a tant apporté à l'Union africaine. Résultat, on critique doucement dans les caves, on condamne sans frontalité, dans la douceur, on parle de dialogue, de médiation, de mécanismes africains, etc. C'est du calcul politique tout simplement. Donc, chers amis, Kagame n'est pas seulement un président du Rwanda, c'est aussi l'homme qui a réformé l'Union africaine, c'est lui qui a poussé l'Afrique à financer elle-même sa maison, et une voix les plus écoutées sur la sécurité quand quelqu'un a réparé la maison, financé le toit et gardé la porte, très peu de gens osent les confronter, même quand il met le feu chez les voisins, vous avez compris, la RDC. Chers amis, Kigali et Washington, du partenaire moral au partenaire sécuritaire. Si les Congolais nous comprenons ça, nous serons sans émotion dans la manière dont nous voulons nous projeter dans l'après-Kagame. Comprenez une chose, pour comprendre la relation entre les Rwandais et les États-Unis, il faut repartir à un moment clé de l'histoire récente. 94, les génocides au Rwanda. Plus de 800 morts en quelques mois. Et pendant ces drames, les grandes puissances, y compris les États-Unis, n'interviennent pas. Après 94, à Washington, il reste quelque chose de très fort, une culpabilité politique et morale, et d'ailleurs même en France. Et cette culpabilité va peser pendant des années. Kagame devient l'homme qui a mis fin au génocide. Dans la lecture américaine, Paul Kagame est le leader qui a arrêté les génocides. Son armée, l'armée patriotique rwandaise, APR, est vue comme disciplinée et moderne. Le Rwanda devient un symbole de reconstruction rapide. Les résultats voient des conséquences. Kagame va bénéficier d'un bouclier moral. Pendant longtemps, toute critique est maniée avec prudence. Tu peux le dire ainsi, les amis. Celui qui a arrêté un génocide ne se critique pas comme les autres. Et ça marque durablement la relation entre Kigali et Washington. Les États-Unis vont adopter une nouvelle doctrine en Afrique. À partir de 2000, les États-Unis ne veulent plus envoyer leurs propres troupes partout. Les États-Unis vont préférer travailler avec ce qu'ils appellent un modèle de partenaires sécuritaires. L'idée est simple. Trouver des alliés locaux fiables qui peuvent intervenir sur le terrain, et le Rwanda coche toutes les caisses. Armée disciplinée, leadership fort, respect des engagements, la communication très maîtrisée, et un pays petit, donc facile à soutenir politiquement. Donc, pour Washington, Kigali devient un partenaire sécuritaire premium. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Rwandais envoient des troupes dans les missions de paix, les Rwandais stabilisent des zones sensibles, les Rwandais forment des armées locales, donc les soldats rwandais sont des formateurs, interviennent quand d'autres reculent. Par exemple, Centrafrique, la MINUSCA, au Soudan, Sud-Soudan, au Mozambique, nous avons déjà expliqué, lutte contre l'insurrection djihadiste. Et donc, ces missions profitent indirectement à la stabilité régionale et donc aux intérêts américains. Et l'image américaine du Rwanda devient double. Pour Washington, Kigali, c'est un pays traumatisé qui a survécu au génocide. Kagame le sait que Washington pense comme ça. Pour Washington, Kigali, c'est un allié sécuritaire efficace. Et donc, nous comprenons maintenant pourquoi, pendant longtemps,
Les critiques américaines sur la RDC sont restées mesurées. Même lorsque les rapports des Nations Unies évoquent le soutien rwandais au CNDP, le soutien rwandais au M23, Washington ne rompt pas la relation parce qu'il y a un problème. Et donc, Washington ne rompt pas la relation, il met la pression, oui, mais il garde les canaux ouverts. Nous allons un peu approfondir. Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin du Rwanda en matière de sécurité? Alors, les États-Unis voient les Rwandais comme un partenaire sécuritaire africain fiable et discipliné, qui sert 3 objectifs. 1. Stabiliser des zones où les États-Unis ne veulent plus envoyer leurs soldats. Les États-Unis ne veulent plus revivre l'Irak. Ils ne veulent plus revivre l'Afghanistan. Les États-Unis ne veulent plus revivre la Somalie. Donc, ils préfèrent des partenaires locaux. Les Rwandais jouent ce rôle. Sud-Soudan, protection des centaines de milliers de civils, la sécurisation de la capitale et le soutien au processus de paix, les Rwandais est là. Centrafrique, MINUSCA, protection du régime, sécurisation de la capitale et blocage de l'effondrement total de l'État, les Rwandais est là. La mission au niveau de l'ONU, casque bleu, les Rwandais est le 3e contributeur mondial. Et donc pour Washington, si ces missions s'effondrent, il y aura un chaos, il y aura l'immigration, il y aura du terrorisme et il y aura des crises humanitaires. Donc, effectivement, les rôles du Rwanda, c'est aussi pour protéger indirectement certains partenaires occidentaux. Même si ce n'est pas dit officiellement, mais c'est réel. Vous avez des partenaires stratégiques qui sont protégés, ok, ou stabilisés par les militaires rwandais au niveau de la région. Vous avez par exemple la France. Ce sont des partenaires américains, puisque la France est dans l'OTAN. Donc forcément, si le Rwanda protège les économies ou les intérêts rwandais français en Afrique, la France est dans l'OTAN, donc forcément, les États-Unis est d'accord et appuient le dynamique. Tout simplement. La France, Total Énergie au Mozambique, les gaz naturels liquéfiés, est vital après la crise avec la Russie. Très vital. L'Union européenne dépend de cette stabilité énergétique. Et donc, vous avez l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis financent largement les casques bleus, au-dedans duquel se trouvent des contingents de militaires rwandais, plus de 6000. Les États-Unis financent largement les casques bleus. Donc, en stabilisant ces zones, les Rwandais protègent indirectement des multinationales occidentales, des investissements stratégiques occidentaux et des missions de l'ONU financées en grande partie par l'ONU, plutôt par les États-Unis. Donc, les amis, le rôle de Kagame, de son armée, est aussi de maintenir une stabilité régionale minimale. Les États-Unis ne veulent pas l'effondrement de la Centrafrique. Ils ne veulent pas une explosion du Sud-Soudan. Ils ne veulent pas non plus l'extension djihadiste au Mozambique. Parce que ces crises vont créer quoi? Des routes des terroristes. Ces crises vont créer de trafic d'armes, de migration massive et des zones criminelles incontournables. Donc, les Rwandais servent d'outils de stabilisation sous-traités. Donc, la sous-traitance de sécurité est exécutée par les Rwandais. Et pourquoi ce n'est pas notre pays alors? Pourquoi c'est que le Rwanda? Pourquoi notre pays ne prend pas la place du Rwanda? Parce que du point de vue américain, le Rwanda est discipliné.
Son armée obéit. Sa hiérarchie est claire. Il déploie son armée très rapidement, très vite. Il gère bien son image. Il ne demande pas trop politiquement en échange. Et surtout, aucun autre pays africain, pour le moment, ne joue ce rôle avec la même efficacité et le même marketing. L'Ouganda pourrait jouer ce rôle, théoriquement oui, mais pour l'Ouganda, il est moins propre dans son image, il est plus imprévisible, l'Ouganda. Politiquement, c'est plus lourd et moins vendu comme modèle administratif. Donc, Kigali reste les partenaires préférés des Américains, les partenaires préférés de l'Union européenne. Et donc, tout Congolais, tout politicien doit avoir ça, doit avoir ces éléments devant son écran, avoir une lecture claire de ce qu'est réellement Kigali. Ne regardez pas Kigali comme un tout petit pays qui n'a pas de minéraux. Regardez Kigali comme une force expansionniste, une force qui peut se projeter et dont les grandes puissances ont besoin pour maintenir, pour la stabilité sécuritaire. Si vous regardez Kagame comme un tout petit pays, alors les stratégies ou je dirais la vision pour le développement de la RDC sera basée sur l'émotion, sur un tout petit pays, alors que ce tout petit pays est très fort au niveau de la région et même au niveau mondial parce que il garantit et il protège les intérêts de l'Europe et il est quelque part en avant au lieu d'envoyer des enfants américains, au lieu d'envoyer des enfants européens, on envoie les enfants rwandais pour aller mourir sur les champs de bataille. Vous comprenez? Et donc, le Rwanda devient stratégique au niveau de la sécurité. Le Rwanda a déjà des structures logistiques et financières très puissantes. Mais avec la Chine, il peut passer d'un hub régional à une vraie plateforme stratégique mondiale autour des minéraux. Ici, nous allons passer cet élément parce que ce n'est pas tellement important. Chers amis, comprenez qu'en 2012, un rapport des groupes d'experts et de l'ONU ont accusé clairement le Rwanda de soutenir militairement le M23. La vie de Goma tombe, l'opinion publique internationale réagit, les médias s'emparent du sujet, des parlementaires américains interpellent le gouvernement. Washington alors est obligé de réagir parce que ça commence à chanter partout. Mais il faut faire attention, nous sommes en 2012, les États-Unis suspendent une partie de l'aide, condamnent publiquement Kigali, mais ne coupent jamais totalement la relation. Pour quelles raisons? Vous avez compris. Parce que le Rwanda reste utile dans les missions de paix, dans la coopération des renseignements, dans la diplomatie régionale et surtout comme allié stable en Afrique des Grands Lacs. Donc, on entre dans une logique que nous voulons expliquer. Washington condamne, d'accord, mais Washington ménage. Parce que Kigali reste trop utile pour être perdu aujourd'hui. Chers amis, très important de comprendre, d'où viennent les djihadistes de Cabo Delgado? On parle ici d'un groupe qu'on appelle souvent les Wal Jama, les adeptes de la tradition prophétique. Mais ils sont aussi connus sous un autre nom, les Al-Shabaab, les jeunes. Ce n'est pas le même groupe qu'en Somalie, attention, ils portent juste le même nom. Et à partir de 2019 à 2020, ces groupes vont prêter allégeance officiellement à ISIS, à Islamic State, donc Organisation des États islamiques. Donc, on parle d'un mouvement local au départ qui s'internalise
nationalisent ensuite en se connectant à l'État islamique. Ils viennent d'où exactement? Ils viennent principalement du nord de Mozambique, dans la province de Cabo Delgado. C'est une région très pauvre, très marginalisée par le pouvoir central, avec une majorité musulmane abandonnée par l'État pendant des années, comme c'est le cas aussi à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, abandonnée par l'État pendant des années, et beaucoup de jeunes là-bas se sentaient oubliés, exclus et sans avenir. Et pendant que ces populations étaient pauvres, on va découvrir un immense gisement de gaz dans leur propre région. Résultat, certains jeunes basculent dans un discours radical qui dit « On exploite nos terres, mais nous, on reste pauvres. L'État et les multinationales profitent, nous ne profitons de rien. » Et donc commencent les recrutements djihadistes en se servant évidemment de ces sentiments de rejet, tout simplement d'abandon. Ensuite, ils vont recevoir un appui extérieur, ces jeunes. Même si le noyau est local, le mouvement reçoit progressivement des financements, des formations, des connexions religieuses radicales et même des combattants étrangers de la région, notamment depuis la Tanzanie, le Nord Kivu, chez nous, certains individus isolés, le Kenya et parfois des réseaux liés à l'État islamique. Ce n'est pas une invasion étrangère au départ, c'est une révolte locale, radicalisée et récupérée par l'État islamique. Alors pourquoi ils deviennent si dangereux à partir de 2017? Parce qu'ils changent de taille et de tactique. Attaques coordonnées, villages brûlés, décapitation, armement plus lourd, comme avec le 1-23, et surtout en 2021, ils attaquent la ville de Palma, juste à côté du site gazier de Total Energy. L'objectif stratégique, montrer qu'ils peuvent paralyser un projet mondial. Et ils le réussissent, parce que Total Energy suspend son projet, des expatriés vont partir, vont fuir, le monde réalise la gravité de la situation forcément. Et pourquoi cela a attiré l'attention de l'Occident? Parce que Cabo Delgado devient un Sahel potentiel dans version océan Indien et surtout parce que le gaz mozambicain est crucial pour l'Europe, notamment après la réduction du gaz russe. Donc il faut stabiliser la zone. C'est là que le Rwanda entre en scène. Les Mozambiques demandent de l'aide. Les armées régionales mettent du temps à bouger. Les Occidentaux ne veulent pas envoyer leurs fils mourir sur le terrain. Les Rwandais disent « J'arrive » très vite, avec environ 2 à 3 000 soldats au départ, puis 4 à 5 000, et ils reprennent Palma et plusieurs zones clés. D'où l'image d'efficacité de l'armée rwandaise. Résumé est que le djihadiste du nord du Mozambique ne tombe pas du ciel forcément, ils viennent d'une région pauvre et abandonnée, où la découverte d'un immense gisement de gaz a créé beaucoup de frustration. Un mouvement local s'est radicalisé, puis s'est connecté à l'État islamique. Quand ces groupes ont commencé à attaquer les zones gazières, les Rwandais est intervenu avec l'appui financier indirect de l'Union européenne pour évidemment sécuriser un projet vital pour l'énergie européenne. Donc quand on veut s'attaquer au Rwanda, quand on veut des sanctions contre le Rwanda, il faut qu'on ait l'idée que le Rwanda est un prestataire sécuritaire de l'Union européenne. Vous comprenez? Et quand on sait que c'est un prestataire sécuritaire de l'Union européenne, il faut réfléchir à des fois comment faire pour justement se rendre aussi incontournable comme les Rwandais sur le terrain de l'action militaire. Parce que pour le moment, l'Union européenne ne peut pas remplacer les Rwandais. C'est impossible.
Kigali et Bruxelles. Les amis, vous avez compris que les gaz du Mozambique, les missions de la paix de l'ONU, l'image du Rwanda comme État efficace. D'abord, l'Europe a un problème. Les gaz russes. Depuis la guerre de l'Ukraine russe, l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Donc, elle regarde ailleurs et l'un des grands espoirs, c'est Mozambique. Gaz naturel liquéfié du Mozambique. Dirigé par Total Energy, donc la France, 20 à 25 milliards de dollars d'investissement. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un petit projet. C'est un projet stratégique pour l'énergie, pas de la France, s'il vous plaît. C'est pour l'énergie européenne. Sauf que ces projets se trouvent en plein cœur de la zone djihadiste de Cabo Delgado. Nous l'avons vu, nous l'avons compris, les attaques ont obligé Total Energy à suspendre les projets en 2021, un projet dont on a investi entre 20 et 21 milliards de dollars, un projet européen, et là, l'Europe dit ceci, si ces projets tombent, alors c'est une partie de notre diversification énergétique qui va s'effondrer. Donc, qui vient pour stabiliser la zone? Vous avez compris, les Rwandais. En 2021, les Rwandais déploient 2000 à 3000 soldats, puis 4000 à 5000 après le retrait de la force régionale de la SADC. Ce sont les soldats rwandais qui protègent aujourd'hui la zone gazière. Et l'Europe, au lieu d'envoyer ses propres enfants mourir sur le terrain, il va faire un choix, la facilité européenne pour la paix. Donc, c'est un fonds qui finance des opérations extérieures. L'Union européenne décide donc d'aider financièrement la présence rwandaise au Mozambique. Montant annoncé, nous sommes entre 20 millions et 25 millions d'euros, plus d'autres appuis indirects. Et donc, plutôt que d'envoyer des enfants européens aller mourir sur le terrain, on finance les soldats rwandais pour la sécurisation d'un projet vital pour l'énergie européenne. Vous comprenez le dilemme. Vous comprenez pourquoi Macron hésitait à condamner Kigali. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'Europe, l'Union européenne hésite à taper sur la table pour détruire et déstabiliser Kigali. Parce que c'est l'Europe entière qui compte sur la sécurité du gaz au Mozambique. Et ces gaz, cette zone est protégée par les contingents. Nous parlons de 5000 soldats rwandais. Deuxième pilier pour la bonne compréhension, pour que nous sachions comment nous positionner face au Rwanda. Le casque bleu. L'Europe soutient fortement les missions de paix des Nations Unies. Et qui aujourd'hui parmi les trois plus grands, je dirais qui est aujourd'hui parmi les trois plus grands contributeurs des soldats et policiers au monde? Vous savez c'est qui? Quel pays? C'est le Rwanda. Donc le Rwanda a mis en disposition entre 5900 et 6500 personnels rwandais dans les missions de maintien de paix, notamment Centrafrique, on le trouve au Sud-Soudan. Donc l'Europe sait que si tu sanctionnes trop rapidement Kigali, tu vas fragiliser forcément des missions que toi-même, Européen, tu finances. C'est une contradiction permanente, bien évidemment. Et le troisième pilier, l'image d'un État moderne et discipliné. Dans beaucoup de capitales européennes, le Rwanda est vu comme stable, bien géré, propre, organisé, avec une administration efficace. Et donc nous entendons souvent ce discours, regardez, l'Afrique peut réussir, les Rwandais l'a fait. Regardez, l'Afrique peut s'autonomiser, les Rwandais l'a fait. Et la jeunesse africaine qui
parlent en faveur de Kigali ou en faveur de Kagame ont tous été biberonnés depuis 2 décennies de cette chanson, dont la plupart des jeunes africains regardent Kagame comme un modèle. Vous comprenez, un modèle de leadership. Il est vrai que c'est un modèle de leadership, mais à côté, il devient le modèle leadership avec les sons des Congolais. Nous le verrons plus loin. Les amis, cette image de l'Afrique peut réussir, regardez Kagame l'a fait, cette image plaît énormément à Bruxelles, donc à l'Union européenne. Et quand tu rajoutes sur cette image un rôle militaire clé au Mozambique, quand tu rajoutes sur cette image un rôle central dans les missions de paix au niveau de l'ONU, avec une grosse contribution, et quand vous rajoutez un statut de réformateur à l'Union africaine, nous l'avons vu également, Kigali devient un partenaire stratégique. Pas seulement un pays africain parmi d'autres. Vous comprenez? Et la RDC dans tout ça alors? C'est là que le paradoxe naît. D'un côté, l'Union européenne condamne officiellement les violences à l'est de la République démocratique du Congo et le soutien rwandais au 1-23. Mais de l'autre côté, l'Europe a besoin du Rwanda pour protéger son gaz au Mozambique. De l'autre côté, l'Europe a besoin de militaires rwandais pour ses intérêts diplomatiques ou pour la stabilité de certaines missions de paix de l'ONU. Donc, Bruxelles se retrouve piégée entre la morale et la défense et défendre la souveraineté de la RDC. Donc ici, nous sommes dans la préservation d'un partenaire sécuritaire au lieu de regarder du côté moral. Les mots sont parfois fermes quand ils condamnent, mais les sanctions restent limitées. Il n'y a pas de sanctions parce que si vous sanctionnez Kagame, vous fragilisez, vous mettez en péril Mozambique. Si vous sanctionnez durement Kigali, vous mettez en péril les missions de l'ONU. Si vous frappez Kigali, vous mettez en péril la sécurité régionale. Vous comprenez? Et donc, parce que si tu brises Kigali brutalement, tu mets en danger Cabo Delgado, tu fragilises MINUSCA et d'autres institutions, tu perds un interlocuteur structuré en Afrique orientale. Et l'Europe n'aime pas les crises supplémentaires. Donc pour l'Union africaine, l'Union européenne, le Rwanda n'est pas seulement un voisin de la RDC qui vole, qui pique, qui déstabilise. C'est aussi un gardien de sécurité et c'est ça qui est beaucoup plus mis en avant. Gardien du gaz au Mozambique, gardien de certaines missions de paix de l'ONU, un symbole d'un État africain perçu comme efficace, alors même lorsque Bruxelles critique Kigali pour des pillages ou pour des interventions au niveau de la RDC. Donc elle hésite toujours à aller jusqu'au bout dans les sanctions par peur de fragiliser ses propres intérêts. Est-ce que nous comprenons ça très bien? Chers amis, pour comprendre la place du Rwanda dans la stratégie chinoise, il faut d'abord comprendre comment la Chine travaille en Afrique. Contrairement aux États-Unis, qui cherchent souvent un partenaire clé, un État pivot, la Chine préfère multiplier les cartes. Elle ne veut pas dépendre d'un seul pays. La Chine veut un réseau de ports, de mines, des corridors logistiques, des alliances politiques et des zones d'influence. Et dans ces réseaux, la RDC est la pièce centrale pour le mine. Mais les Rwandais peuvent devenir
une carte complémentaire. On va expliquer ça calmement. Pourquoi est-ce que la Chine regarde d'abord la RDC? Aujourd'hui, pour la transition énergétique mondiale, 3 minéraux sont stratégiques, vous le savez, cobalt, cuivre et les 3 T, étain, tantal et tungstène, on rajoute l'or. Sans ces minéraux, pas de batteries, pas de voitures électriques, pas d'intelligence artificielle, pas d'éoliennes. Et la Chine contrôle déjà une grande partie de la chaîne au niveau de l'extraction, raffinage, transformation et la production des batteries. Donc pour Pékin, la RDC est un cœur stratégique, mais, et c'est là le point clé, la Chine n'aime pas dépendre totalement d'un seul acteur. La Chine veut un plan B. Et ces plans B, nous en parlerons peut-être une autre fois. Passons à l'essentiel. Chers amis, sans la RDC, Kagame aurait-il eu ces pouvoirs qu'on a énumérés depuis déjà 1h30? La RDC comme matrice de la puissance kagamienne. Parlons calmement pour faire comprendre. Une grande partie de la puissance militaire, financière et diplomatique de Paul Kagame s'est construite grâce à la RDC. Comment? La RDC, sans la RDC, le Rwanda serait resté un petit pays enclavé, avec une économie limitée, un poids régional faible. Mais la guerre au Congo et l'exploitation des ressources de l'Est ont changé complètement son destin. Le destin du Rwanda a complètement changé. Voici les 4 piliers. 1. Les guerres du Congo ont construit la puissance militaire rwandaise. L'expertise s'est établie au Congo. Donc après 94, les nouveaux régimes rwandais entrent au Congo, puis viennent 96, 97, 93, 98, 2003, et puis CNDP 123. Donc pendant ces années, les forces rwandaises contrôlent des territoires, montent des réseaux, installent des alliés locaux, sécurisent des routes minières, nouent des liens avec des groupes armés. Et surtout, elles acquièrent une énorme expérience opérationnelle sur le terrain. Donc, la RDC fut le champ d'expérimentation, d'expertise pour devenir une armée qui peut se projeter partout en Afrique. Donc, cette expérience s'est développée en RDC. Donc, c'est cette expérience qui va permettre ensuite au Rwanda de dire au monde, nous avons fait la guerre en Afrique. D'ailleurs, nous avons commencé avec Museveni. Nous nous sommes impliqués pour chasser celui qui était là avant Museveni. Nous avons fait la guerre avec le régime qui était en place d'Abiyarimana. Nous avons fait la guerre pour repousser les contingents qui ont fui et pour se cacher au niveau du Zaïre. Donc nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Nous savons pacifier, nous savons sécuriser. C'est ce qu'on appelle tout simplement force éprouvée au combat. Le Rwanda s'est vendu comme étant un acteur expertisé dans la guerre. Donc nous comprenons ceci. Sans la RDC, les Rwandais n'auraient jamais construit cette réputation militaire. Et c'est cette réputation qui permet ensuite d'être choisi par l'ONU, d'être financé par l'Union européenne, d'être utilisé comme partenaire sécuritaire par les États-Unis. Depuis plus de 20 ans, des rapports de l'ONU et de l'ONG montrent une réalité simple.
le Rwanda exporte beaucoup plus de minerais qu'il n'en produit lui-même. L'or, les tantales, les coltans, tungstène et l'or. Une grande partie vient de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment des réseaux armés, de taxation illégale, des entreprises écrans, des circuits de contrebande, des sociétés, des négoces, etc. Le résultat est que ces flux des richesses alimentent l'économie rwandaise. Ils permettent au Rwanda de financer son armée, de stabiliser le budget, de soutenir une élite politico-militaire, de développer une image d'État performant. Donc, sans cette rente congolaise, l'État rwandais aurait eu beaucoup moins de ressources et donc beaucoup moins de pouvoir et Kagame ne serait pas devenu Kagame aujourd'hui. Donc, grâce à l'armée, à l'argent, Kigali va fabriquer l'image du pays modèle. C'est là que tout se connecte avec des ressources financières, une armée forte et disciplinée, un appareil d'État centralisé. Le Rwanda construit une image, un pays propre, l'administration efficace, faible dans la corruption officiellement, stabilité politique en interne, ordre social. Et ça, évidemment, les bailleurs occidentaux adorent ça. Parce que cela permet de dire, regardez, en Afrique, un pays peut être stable, moderne et bien géré. Et le Rwanda devient une vitrine, tout simplement. Mais cette success story repose en partie sur les ressources et les guerres du Congo, tout simplement. Donc c'est cette puissance qui ouvre à Kigali les portes de l'Union africaine et de l'Union de l'ONU. Et donc, quand Kagame réforme l'Union africaine, que nous avons vu ensemble, parle de financement africain, projette des troupes partout, conseille sur la sécurité régionale, il peut le faire parce qu'il a une armée forte, il a des moyens financiers provenant de la RDC, il a un État discipliné, il a une image internationale, et tout cela s'est bâti en grande partie grâce à la RDC. Autrement dit, sans le Congo, sans la République démocratique du Congo, Kagame n'aurait pas eu ses poids continental international. Et donc, Paul Kagame, le réformateur panafricain et partenaire sécuritaire de l'Occident, est en grande partie un produit des guerres du Congo et de l'exploitation prolongée de l'Est de la RDC. Donc, sans la RDC, pas d'enrichissement massif, pas d'armée combat proven, pas de réseaux régionaux, pas de rentes miniers, pas de statut d'acteur sécuritaire incontournable. Donc oui, nous comprenons facilement que la RDC a été la matrice et la puissance kagamienne. Chers amis, les grands dilemmes stratégiques entre la RDC, les États-Unis, le Rwanda et la Chine. Vous avez compris que pour Washington et aujourd'hui, Washington est aujourd'hui partiellement piégé. Le cœur du problème, nous parlons sans émotion, pas de slogans, juste la mécanique stratégique réelle que tout Congolais doit savoir. L'Occident a besoin de la RDC pour sortir de la dépendance de la Chine. Mais il a aussi besoin du Rwanda comme partenaire sécuritaire, vous avez compris, partout où le Rwanda se place. Résultat, Washington est prise en étau. S'il tape trop fort sur Kigali, il va perdre un allié sécuritaire dont la région a besoin, dont l'Union européenne a besoin pour la sécurisation de leurs intérêts sur place en Afrique. S'il laisse trop faire aussi Kigali, la RDC va rester instable alors que la transition énergétique demande la stabilité de la RDC. Vous comprenez? Et la Chine, qui regarde tout ça, la Chine avance. Alors,
pourquoi la RDC est devenue vitale pour l'Occident? Aujourd'hui, la transition énergétique repose sur 3 ressources clés. Le cobalt, 70 à 75% vient de la RDC. Cuivre, RDC, Zambie, donc le cœur des productions mondiales entre Zambie et la RDC. Et les 3T plus or, indispensables aux technologies numériques. Sans ça, vous n'avez pas de voiture électrique, vous n'avez pas de batterie, vous n'avez pas d'intelligence artificielle, pas d'énergie renouvelable. Et qui contrôle aujourd'hui la majorité de la chaîne mondiale? C'est qui? Vous avez compris que c'est la Chine. Elle ne contrôle pas seulement les mines, elle contrôle surtout les raffinages et la transformation. Donc, pour les États-Unis et l'Union européenne, il faut mettre en place une stratégie impérative. Il faut réduire la dépendance à Pékin. Et pour ça, la RDC est devenue incontournable aujourd'hui. Alors, pourquoi Kigali ne peut pas lâcher la RDC? Vous l'avez compris, une partie des flux économiques rwandais vient directement ou indirectement de la RDC. Le prestige militaire rwandais s'est construit au Congo. L'influence diplomatique de Kagame repose sur la capacité à peser sur la région. Son système interne repose sur le contrôle et la force de sa projection en dehors de son pays. Donc, froidement, si Kigali perd son influence sur l'Est de la République démocratique du Congo, ses revenus baissent. Sa capacité militaire deviendra banale. Son poids international va chuter. Son régime va devenir fragilisé. Il va perdre sa carte avec, évidemment, l'Occident. Donc, Kigali n'a donc aucun intérêt stratégique à lâcher complètement l'Est de la République démocratique du Congo. Même s'il signe des textes, même s'il fait semblant, l'influence reste. Alors, pourquoi les États-Unis n'arrivent pas à résoudre ces paradoxes? Congo à gauche et Kigali à droite. Washington se trouve donc devant 2 priorités contradictoires. La priorité numéro 1, stabiliser la RDC pour sécuriser les minéraux du futur, attirer les investisseurs occidentaux pour créer une alternative à la Chine, parce qu'il faut sortir de la dépendance chinoise, pour renforcer les corridors RDC, Zambie, l'Angola. Nous parlons de Lobito. Mais il y a une deuxième priorité. Il ne faut pas perdre Kigali, parce que le Rwanda reste utile pour les missions de paix de l'ONU. Il y a 6000 soldats rwandais à l'intérieur et ils ont une forme de leadership à l'intérieur, parce que le Rwanda reste utile pour la lutte contre l'instabilité régionale, la sécurité indirecte d'intérêts occidentaux. Nous parlons ici de Mozambique, l'équilibre diplomatique dans la région. Donc, Washington n'a pas d'autre partenaire militaire immédiatement africain aussi discipliné et rapide à mobiliser comme c'est le cas de Kigali. Donc la Maison-Blanche s'est dit ceci: on doit calmer Kigali sans le braquer, sans évidemment l'agresser, sinon Kigali va basculer vers la Chine. Résultat, condamnation verbale, comme vous l'entendez. Ouvira, sortez d'Ouvira, mais il n'y a pas de sanctions qui suit, parce qu'il y a une prudence dans les actes, bien évidemment, de la part des États-Unis. Et quand le 1-23 avance, quand le 1-23 prennent Ouvira, qu'est-ce qui se passe? Lorsque des villes tombent, la population fuit, les rapports de l'ONU confirment effectivement, les États-Unis le savent, ils disent, le Rwanda doit cesser son soutien au 1-23, le 1-23 doit se retirer, mais derrière ces phrases, la vraie équation stratégique est, si on sanctionne trop Kigali,
ils se retournent vers Pékin. Si on ne fait rien, la RDC reste instable, la Chine garde l'avance. Donc, Washington reste coincé. C'est ce qu'on appelle le dilemme stratégique. Pourquoi ce dilemme profite à la Chine? Pendant que l'Occident hésite, la Chine avance calmement, elle finance, la Chine sécurise ses contrats, la Chine contrôle les étapes de transformation, la Chine développe les infrastructures, renforce ses réseaux et s'implante durablement. La Chine gagne du temps, chaque année des chaos égales, une année de plus où Pékin garde la main sur les minéraux stratégiques, tout simplement. Et ce que Washington sait, mais n'arrive pas encore à faire. Les États-Unis savent très bien que, sans la RDC, stable, propre et sécurisée, ils ne gagneront jamais la bataille des minéraux stratégiques contre la Chine. Ils savent aussi que, tant que Kigali reste un facteur d'instabilité, même indirect, la RDC restera fragile. Mais ils n'osent pas encore aujourd'hui casser la dépendance sécuritaire à Kigali. Imposer des sanctions politiques majeures. Risquer un basculement total du Rwanda vers Pékin. Donc, leur ligne actuelle, c'est mettre la pression, mais ne pas casser la relation avec Kigali. Et donc, aujourd'hui, chers amis, les États-Unis ont besoin de la RDC pour le minerai du futur, mais ils ont aussi besoin du Rwanda comme partenaire stratégique en termes de sécurité. Résultat, Washington critique Kigali, mais n'ose pas le briser. Et pendant ces temps, vous avez compris, la Chine consolide tranquillement sa position. C'est ça ce qu'on appelle le dilemme stratégique du 21e siècle en Afrique centrale. Nous chutons par ceci. Comment la RDC alors, devant tout ce qu'on vient de brosser, comment la RDC peut sortir du piège Kigali, États-Unis, Chine et l'Union européenne? Parce que nous avons dépeint une réalité et cette réalité peut traumatiser certaines personnes en se disant, mais dans ces cas, nous sommes coincés. L'accord de paix à Washington, c'est du chiffon, c'est juste du cinéma. L'accord économique avec les États-Unis et la RDC, et donc c'est juste des camps de fumée. Donc, en vrai dire, les États-Unis sont bloqués. Ils ne peuvent rien faire. Parce que Kigali est la personne qui surveille la porte d'entrée. Kigali, c'est la sécurité de l'économie des intérêts occidentaux. Donc, comment faire avec ce petit pays, mais très puissant au niveau de la région, par ses services au niveau de la sécurité? Alors, comment la RDC alors peut sortir du piège Kigali, États-Unis, la Chine et l'Union européenne, tout en s'appuyant sur l'accord économique entre la RDC et les États-Unis? Chers amis, ici, on ne va pas pleurer. On ne va pas accuser. On va raisonner en état. La question centrale, évidemment, comment la RDC peut-elle récupérer son destin géopolitique dans un monde où tout le monde a besoin de ses minéraux, mais où beaucoup profitent de son instabilité? Voici quelques réponses. La RDC n'est pas une victime, c'est une puissance. Commençons d'abord par implanter ces décors. Tant que la RDC est vue comme pays fragile, terrain humanitaire, source de problèmes, les autres décident pour elle. Parce que la RDC a besoin d'aide à chaque fois. Il faut imposer un discours d'État. Nous sommes une puissance stratégique. Il faut l'implanter.
Parce que le cobalt, le cuivre, le 3T, or, biodiversité, l'eau, la géographie font de la RDC un cœur vital de l'économie mondiale du futur. Il faut l'implanter et le déposer sur la table. Celui qui joue avec la RDC, alors la personne joue avec l'économie mondiale de demain. Ça, c'est un élément. Deuxième position, c'est un narratif à mettre sur la table. Deuxième position, sécuriser les routes de sortie. Nous parlons des corridors, c'est fondamental. Des corridors de Lobito, l'RDC, Zambie, l'Angola, Atlantique. Corridor vers Dar es Salaam, Tanzanie. La modernisation des rails, plus le port et les routes. Objectif, réduire la dépendance logistique aux zones instables, casser l'effet prise d'otages par certains voisins et donc sécuriser les exportations et attirer les investisseurs sérieux. Les minéraux qui sortent par l'Obito vont échapper au chantage des corridors risqués. Ça, c'est un élément. Il va falloir également verrouiller les frontières à haute valeur stratégique. Pas seulement avec des soldats, mais avec un système. Scanner, traçabilité numérique, rotation des agents pour casser la corruption, unité anti-contrebande et des coopérations ciblées avec la Zambie, l'Angola et la Tanzanie. Le but est de rendre les trafics clandestins chers, risqués et peu rentables. Car si le flux illicite se tarisse, les réseaux d'instabilité vont perdre évidemment leur force. Quatrième élément, réformer l'armée, pas en achetant seulement des armes, parce que ce n'est pas tout d'acheter des armes, mais en reprenant la chaîne, en stabilisant la chaîne de commandement. Une armée, ce n'est pas que de fusils ou de chars, c'est une chaîne complète. Décision, commandement, renseignement, la logistique, la mobilité et la morale et la discipline. Il faut casser les réseaux double jeu, sécuriser la chaîne de munitions et de carburants, renforcer les renseignements, répondre le contrôle du ciel et stabiliser la solde et la vie des soldats. Et donc, un seul maillon qui casse, si ce n'est pas stable, un seul maillon qui casse, c'est toute l'armée qui casse. Deuxième élément, c'est nettoyer la gouvernance minière, couper les circuits parasites. Tant que certains généraux, certains politiciens, administrateurs profiteront eux-mêmes des trafics en question, ils seront manipulables par l'extérieur. Le levier, c'est des audits réels dans IGF, Cour des comptes, sanctions ciblées, des contrats réexaminés, la traçabilité obligatoire. On ne peut pas dénoncer Kigali si on laisse nos propres élites nourrir Kigali. Et donc, il faut construire une diplomatie de puissance, pas d'émotion. La diplomatie, c'est quoi? C'est la diplomatie basée sur les intérêts et non aller chercher à quémander la pitié. Ok? Il ne faut pas aller chercher que d'autres pays viennent nous aider pour nous aider simplement parce que nous sommes beaux, parce que nous savons danser, parce que nous avons Fali et Koffi Olomide. Ça ne se passe pas ici. La diplomatie des intérêts. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Et comment faire pour que vous recevez ce que vous avez besoin venant de chez nous? Cela veut dire la coalition diplomatique, des pressions ciblées, des sanctions contre des acteurs bien identifiés, des accords conditionnés à la paix. Celui qui veut notre cobalt doit aussi investir dans notre sécurité. Jouer intelligemment avec les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Pas d'idéologie, pas de guerre froide émotionnelle. La RDC doit coopérer avec les trois blocs, mais selon les intérêts de la RDC. Ça veut dire quoi? Négocier avec la Chine sans rupture brutale. C'est une puissance.
Développer les partenariats États-Unis, Union européenne, mais avec industrie locale. Exiger que tout accord inclut infrastructure, transfert des compétences et transformation locale. La RDC ne doit pas choisir un camp, elle doit choisir ses propres intérêts, tout simplement. Le point 8, reconstruire l'État localement à l'Est. Même si tu fermes les frontières, si dans les villages, il n'y a rien, s'il y a la faim, si les gens ont peur, s'il y a l'absence de l'État, même en fermant les frontières, les groupes armés vont revenir. Donc, il faut des écoles, il faut la justice, il faut les routes locales, il faut le marché, il faut un budget décentralisé réel. Et donc, un village qui vit, ce village va résister aux armes. Il faut mobiliser la diaspora comme une armée d'influence et d'investissement. La diaspora congolaise, c'est une force, bien évidemment. Nous, vous pouvez financer des PME, créer des réseaux d'influence, produire des analyses comme nous le faisons ici, défendre la RDC dans les médias, surveiller les chaînes d'approvisionnement. Il faut des structures, pas seulement des émotions, chers amis. Et il faut gagner la bataille du récit, les narratifs. Aujourd'hui, les récits dominants, c'est la RDC, c'est les chaos. La RDC, c'est la corruption. Félix a des comptes en Suisse. La famille de Félix pille au niveau des Katanga. Ça, ce sont les narratifs. Les voisins égalent la stabilisation. Les voisins nous déstabilisent. Tant que ce récit reste, tout le monde minimise la responsabilité des agresseurs. La faute revient aux dirigeants, mais la faute n'est plus sur Kagame. La faute revient à Kinshasa. La RDC doit produire ses propres narratifs, publier, expliquer les choses, documenter les choses. La diaspora qui a facilité ou a facile à s'informer, qui a facile à se documenter, documentons-nous, enrichissons-nous et partageons, faisons connaître les vraies causes, pas seulement politiques, les vraies causes géopolitiques, géo-énergétiques. Et toutes ces choses vont alimenter les Congolais. Et tant que ce récit reste, tout le monde minimise la responsabilité des agresseurs. Voilà pourquoi vous avez d'autres acteurs ou d'autres frères africains qui glorifient Kagame. Il les glorifie parce qu'il n'y a pas ce narratif qui va à l'encontre du narratif chanté depuis des décennies. Et comme les Congolais ne chantent que du mal de Kinshasa, ne chantent que la corruption, ne chantent que les détournements, mais ne voient pas non plus de bonnes choses qui s'opèrent, alors on chante la même chanson que Nanga. Nous sommes en train de chanter la même chanson que Kagame. Kagame parle de la mauvaise gouvernance, Kagame parle des détournements, Kagame parle, etc. Nanga répète la même chose, les opposants répètent la même chose, les peuples répètent la même chose. Au final, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Parce que vous dites la même chose que Nanga, la même chose que Kagame. Et donc, la RDC doit produire ses propres narratifs, publier, expliquer, documenter, éduquer ses citoyens, parler au monde. Donc celui qui ne raconte pas son histoire, subit l'histoire que les autres racontent sur lui, subit l'histoire que fait véhiculer Kagame, subit l'histoire que Nanga est en train de véhiculer, subit l'histoire, tout simplement, chers amis. Et donc, la RDC ne sortira pas du piège en criant seulement « Rwanda dehors ». Elle en sort en contrôlant ses routes, en reconstruisant son armée, en nettoyant sa gouvernance minière et en redéfinissant ses alliances sur la base des intérêts stratégiques. Donc, quand la RDC contrôlera ses corridors, va sécuriser ses frontières, assainir ses institutions,
parler d'égal à égal aux grandes puissances, le poids de Kigali va s'effondrer. Parce que si nous attendons l'intervention des États-Unis, elle ne viendra pas. Et le monde est obligé de traiter la RDC comme une puissance, pas comme un terrain de jeu. Les amis, les États-Unis ne sauveront pas la RDC, la Chine non plus, l'Europe non plus. Mais quand la RDC commence à se sauver elle-même, alors le monde entier va changer de temps tout simplement, les amis. Alors, nous allons chuter par ceci. Nous chutons en disant ceci, nous clôturons. Un petit pays, un grand levier, une grande nation, un destin à reprendre. Chers frères, vous connaissez que la crise de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas un simple conflit total, vous le savez, c'est un nœud géopolitique mondial. D'un côté, un petit pays, le Rwanda, qui a réussi à transformer sa discipline militaire, son intelligence diplomatique et ses réseaux économiques en levier stratégique international. Le Rwanda n'est pas devenu puissant par hasard, il est devenu utile pour l'ONU, pour l'Europe, pour certaines stratégies américaines. Il s'est positionné comme prestateur de sécurité. Pendant ces temps, la RDC, immense, riche et centrale, reste trop souvent un espace traversé par un acteur central. Donc, sans la RDC, vous le savez, la puissance de Kigali n'aurait jamais atteint ces niveaux. La guerre du Congo ont construit la réputation militaire rwandaise, les réseaux économiques, les pas diplomatiques, et cette même puissance qui est aujourd'hui utilisée sur d'autres théâtres, Mozambique, Centrafrique et Sud-Soudan. Pendant ces temps, la RDC reste le pays qui paie le prix le plus lourd. Nous avons vu ceci. Les États-Unis ont besoin de la RDC pour le minerai du futur, mais aussi du Rwanda pour la sécurité du présent. L'Europe a besoin du gaz du Mozambique et ce gaz est sécurisé par les troupes rwandaises. La Chine avance calmement en consolidant sa présence minière et industrielle. Résultat, personne ne veut casser Kigali brutalement. Personne ne veut non plus perdre la RDC. Alors on condamne, mais doucement, on parle de paix, mais en demi-mot, et la guerre continue. La RDC ne peut plus se contenter d'exister, elle doit se positionner parce qu'en tant qu'État congolais est faible, les minéraux sortiront sans contrôle, les groupes armés trouveront toujours un terrain et les voisins ou les grandes puissances continueront à décider autour d'elle. Donc la paix n'est pas un discours, la paix est une architecture. Donc la RDC doit, et nous terminons par là, devenir maître de ses corridors, maître de ses frontières, maître de son armée et de sa logistique, maître de sa gouvernance minière, maître de son récit, son narratif, et elle doit parler au monde non pas comme une victime,